ce matin. D'autres ont voulu en fait le réaborder, donc c'est une question qui est quand même assez importante, donc qui touche d'abord à la question des normes, des aménagements et aussi comment promouvoir par des moyens en fait de diffusion de ces normes. Donc la question est assez ouverte. Donc on va plutôt aborder certaines questions au niveau des normes en général donc, qui nous touchent. Et puis, quelles sont les stratégies, on va dire, publiquement, lors d'événements, lors de proches, voilà. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qu'on juge utile? Et quel événement, justement, enfin, quel aménagement on pourrait faire pour que ce soit agréable? On peut aussi avoir des stratégies pour juste formuler, parce que parfois ça peut être utile. Il y a notamment des psychologues qui font ces stratégies-là, donc c'est une stratégie qui est basée sur le coût-bénéfice. Donc parce que parfois, ça marche quand même de demander des aménagements, parce que dans certains contextes, ça peut fonctionner. Donc dans ce cas, on peut formuler de façon à que ça se fasse, mais dans d'autres cas, ça sera beaucoup moins efficace. Et au final, parfois, une petite adaptation peut être aussi mieux que devoir s'épuiser à demander des choses. Ça a quand même une grosse influence. Donc, déjà, en termes d'interpersonnel, dans la vie, il y a des normes. Donc, il y a évidemment ce qu'on a abordé tout à l'heure au niveau des certaines discriminations, des oppressions, notamment le racisme, mais aussi le sexisme et d'autres types d'agressions. Et en fait, les oppressions vont se manifester de manière individuelle, interpersonnelle, c'est-à-dire entre chaque personne. En fait, ces normes globales, donc, qui n'incluent pas des vies à des distances différentes, vont s'impliquer de façon personnelle. Donc, c'est toutes les remarques qu'on peut se prendre. Et ce qu'on appelle des micro-agressions. Donc, les micro-agressions, c'est des insultes, des attitudes intentionnelles ou non. C'est important parce que ça peut être, c'est souvent implicite ou non intentionnel, c'est-à-dire que les personnes pensent que c'est la norme, donc voilà, c'est normal. Donc, du coup, c'est pas forcément volontaire. Et donc, ça communique des messages hostiles, méprisants, qui vont cibler essentiellement les personnes marginalisées qui sont à une appartenance différente à la norme. Donc ça, c'est le livre, surtout la littérature en Studies, donc Microaggressions in Everyday Life, de Dewald Wingsu. Donc, on pourrait... les microagressions, elles existent dans toutes les oppressions, dans toutes les... Voilà, parce qu'à partir du moment où il y a une norme globale, normale, soit la non-diversité, mais qui est liée à toutes les autres, bah, ça peut s'appliquer à différentes discriminations. Mais en général, on retrouve les mêmes tendances. Donc déjà, est-ce que est-ce que vous avez des exemples concrets en matière de microagression? Vous pouvez se poser dans le chat. L'expérience, par exemple, ou des choses qu'on a pu vous dire. Fais pas ton autiste, ouais, on est tous un peu autistes. On ne peut pas l'air autiste, ouais. Déjà, quand il n'y en a pas l'air autiste, ça sous-entend qu'il y a des choses, il y a une norme déjà, parce que on sait qui est autiste et qui n'est pas. Voilà. Donc, c'est déjà un point de départ.
ça, c'est des choses qui nous font mal souvent parce que justement, on se sent délégitimé, en fait. C'est vrai, enfin, c'est simple, c'est juste c'est quelque chose qui fait que notre espérance ne compte pas. Hem, oui, dans le ressenti, nier le ressenti, c'est une première chose quand c'est une violence, une première violence. Donc c'est une agression assez violente parce que, voilà, ça n'existe pas. Hem, les enfants de 5 ans, oui, donc ça c'est, souvent moi aussi je me suis pris souvent ce genre de propos, donc il y a une norme aussi de l'adulte. Donc si on n'est pas dans cette norme-là, on fait des crises. Enfin, voilà. Et souvent les personnes autistes peuvent avoir des choses qui font penser à l'enfance, mais ça c'est une question de développement, en fait. Et c'est juste la norme qui accepte pas les comportements d'enfants déjà, donc ça pose des questions, heu, sur la société. Hem, le fait d'être beau, oui, ça c'est aussi les normes de beauté, mais les normes de beauté, elles sont liées aussi à ces microagressions, elles sont liées aux oppressions en général. Parce qu'on s'imagine qu'on c'est des normes aussi. Hem, oui, tu viens d'où? On est une personne racisée, qu'on dépend, qu'on est français ou d'une pays de France, ouais, effectivement. Donc ouais, on voit des normes de sensibilité et des normes, voilà, et qui sont définies déjà, émotionnelles, heu, de et de fonctionnement, en fait. Et au final, ça interagit un peu avec tout, hein. Donc qu'est-ce que c'est qu'une personne, humaine fonctionnelle? Oui, la ressource, centre ressources réhabilitation a l'air pas mal sur le fait de répondre. Ça, c'est un premier moyen justement de diffusion. C'est-à-dire que peut-être avec cette BD, on peut plus facilement expliquer, heu et de lutter contre ça. Hem, donc voilà. Donc au final, pour continuer à le dire, hein, mais voilà, c'est, on peut retrouver souvent des particularités, heu, communes, différentes discriminations, telles que ce livre l'a défini. Donc souvent dans l'oppression, donc la notion d'oppression a été définie par une militante féministe, Iris Young, ça fait appel à des notions de culture. Donc il y a une forme de supériorité, culturelle. Donc ça veut dire, une norme. Donc par exemple, on fonctionne de manière, intellectuellement différente, donc il y a une attribution d'une infériorité intellectuelle. Hem, ensuite, il y a, bien sûr un traitement, de seconde classe, un sous-citoyen, hem, disant, tout de suite, on est pathologisé. Ensuite, il y a la présomption de criminalité ou de déviance, parce que c'est c'est quelque chose qu'on fait mal. D'ailleurs, c'est pas que dans les choses de déviance crime, ça peut être aussi dans la façon juste de fonctionner et de pas faire quelque chose qui était inattendu. Présomption, d'infériorité. Voilà, ça c'est pour le plus violent, en termes de participation et d'utilité, société. La présomption d'universalité, ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de microagressions, puisque, on pense la personne, si elle vous dit que vous ne ressentez pas, votre, que vous ne votre santé ne compte pas, que, c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce qu'en fait, la personne n'a juste pas la même sensibilité que vous, c'est une présomption d'universalité. Parce qu'on pense que la personne fonctionne comme tout le monde et l'universalité, c'est en fait la norme. C'est la norme majoritaire qui, qu'on pense que tout le monde devrait fonctionner là-dessus. Hem et
et que ça peut donner lieu à des choses, des situations extrêmes aussi, puisque on pense que pour bien faire, on va orienter une personne autiste vers un emploi ne nécessitant pas de relations sociales. Donc ça veut dire qu'en fait, à l'inverse, toutes les personnes autistes sont pensées être pareilles, être interchangeables. Donc d'un côté, il y a l'universalité de la personne dominante, et de l'autre côté, il y a tout pareil, toutes les personnes sont pareilles, et donc on peut appliquer les mêmes solutions à tous, et donc finalement, on enlève un peu l'humanité. Donc, si on envoie une personne autiste vers un emploi ne nécessitant pas de relations sociales, bah, en fait, d'autres personnes pourraient très bien le faire, ces emplois. Par exemple, chargé de la communication, c'est un emploi qui peut être parfaitement pour une personne autiste qui aime ça, mais il faut peut-être des aménagements ou de l'accompagnement spécifique. Je ne citerai pas quelqu'un qui a dit que ce n'était pas possible de faire chargé de communication quand on était autiste. Ensuite, il y a la présomption de supériorité des valeurs culturelles. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué, c'est une forme d'impérialisme culturel, c'est ce qu'on retrouve dans la définition de l'oppression. Dans le validisme, c'est la supériorité d'être valide. Donc, c'est sa façon d'être qui va être supérieure. Et ça, on le retrouve dans les discriminations, beaucoup de discriminations. Il y a toujours des normes, voilà, parce que c'est ce qu'il faut être. Et voilà, d'autres attributions à l'intelligence. Il peut aussi avoir l'aspiration de porn, ce qu'on appelle une forme d'étotisation. C'est-à-dire que les personnes concernées vont être stéréotypées ou présentées comme des personnes un peu super qui bénéficient à la société, qui sont surjouées de façon amusante, voilà, comme The Good Doctor, par exemple. Donc ça peut être attractif, mais ça ne représente pas forcément la réalité de la majorité des personnes concernées. Et ça, c'est ce qu'on peut connaître en termes de génie, voilà, si on nous fait des remarques. Voilà, et puis il y a des choses comme les valeurs, ça découle forcément vers la pathologisation, l'utilisation d'un langage inadapté. Donc, par exemple, on reçoit beaucoup de remarques validistes souvent dans ce que vous dites. Le validisme, donc, c'est la conviction de la part des personnes valides que leur absence de handicap est plus enviable. Donc, c'est une supériorité, la non-validité, alors qu'en fait, beaucoup de gens ne sont pas forcément en bonne santé, que ce soit dans la population ou tout au long de la vie. Donc, c'est pas la norme, en fait. Mais on croit que c'est la norme. Donc, du coup, voilà, on va traduire par des comportements qui vont dans ce sens-là. Et le capacitisme, c'est plutôt basé sur les capacités, donc la fatigue, par exemple, justement, ou le fait de rentrer dans certaines demandes. Et donc, si on ne rentre pas dans ces capacités valorisées, on sera plus tout le temps déjugé. Voilà, donc après, c'est à peu près similaire. On peut retrouver cette présentation. Et donc, les conséquences, bah, c'est la mauvaise image de soi, c'est les doutes, la remise en cause permanente. Je ne sais pas si vous en avez d'autres à dire, mais en tout cas, c'est non, on n'exagère pas quand on dit quelque chose. Mais il faut savoir que vous n'êtes pas tout seul. Donc, on est confronté au même problème, justement, et c'est important de le partager pour justement ensuite savoir ce qu'on doit faire. Donc, comment faire pour que nos besoins soient davantage acceptés? Peut-être que vous avez déjà discuté de ça un peu, mais là, ce sera peut-être plus sur les aménagements, les stratégies voulues. Est-ce qu'au niveau des demandes, est-ce que vous avez des choses à dire sur est-ce que vous avez trouvé des stratégies qui fonctionnaient en termes de communication? Non, de devenir dictateur, oui, peut-être, mais pas forcément.
Oui, mais peut-être que des personnes ont déjà discuté de ça, non? Je ne sais pas. Oui, le travail, par exemple. Alors moi, je l'ai dit à mon travail, mais justement, je n'ai pas vu de changement, malgré un accompagnement. Donc, ça dépend peut-être du contexte aussi, hein, je ne peux pas généraliser, mais en tout cas, oui, Luc? Pour répondre aux besoins, il faut savoir que dans l'aménagement qu'on a évoqué ce matin, Oui. c'est que répondre à ces besoins, c'est répondre à ce qu'on arrive à entendre qu'on peut commencer à travailler à n'importe quelle heure et qu'on peut partir à n'importe quelle heure. Et puis, euh, et puis, il y a aussi parfois l'environnement du travail qui fait qu'au niveau de l'ambiance, quand l'ambiance devient négative, on peut demander à partir pour que ça envahisse complètement ses émotions. Et puis, je me rappelle, je pouvais donner un tutoriel à l'entreprise pour expliquer que parfois, mes envahissements, les incompréhensions, les implicites, voilà, moi, j'ai fait un effort pour m'adapter. Est-ce qu'on peut être donnant-donnant? Voilà, c'est un travail de réciprocité. Je suis là pour fournir une mission. Je pense que cette mission peut être partagée et on fait marcher l'ensemble de la chaîne. Et puis, il y a aussi du fait que, en ce qui me concerne, que par rapport à ma couleur, quand par exemple mon intelligence dépasse trop l'intelligence des autres, je suis, pour eux, c'est pas possible qu'il soit plus intelligent que les autres alors qu'il n'est pas diplômé. Alors voilà, donc il y a cette probabilité. Oui, bah, moi, des fois, j'ai un peu comme ça aussi. C'est-à-dire, je suis assez dans le donnant-donnant, mais c'est pas toujours possible. Enfin, parfois, ça marche pas. Mais en tout cas, quand j'essaye de me l'amener d'une manière plus attrayante avec, une explication posée, ça peut marcher, mais pas toujours le cas, en tout cas. Dans le chat, hem oui, donc moi, par exemple, je l'ai dit à mon travail, mais j'ai un accompagnement spécifique, il y a même une formation sur le sujet, mais j'ai pas de problème de compréhension, c'est juste que, bah, après ça s'applique pas forcément en termes, techniques, en termes d'aide, en fait. Donc c'est plutôt là, on retrouve une dimension culturelle, je pense. Mais ça m'a permis de réduire quand même certaines agressions. Ça réduit les risques, en fait, que les personnes s'énervent pour rien, en fait. Mais c'est plutôt à ce niveau-là. Euh, euh, Après, ça n'empêche pas que j'ai toujours pas forcément des aides appliquées. Voilà, c'est ça. Et puis, ouais, dans tout ça, on peut être mis de côté, donc ça, c'est problématique. Euh, Est-ce que Quentin, il disait des choses? Alors, trouver des alliés, oui, ça c'est bien. Euh, Définir nous-mêmes, ça oui. Définir nous-mêmes un mode de fonctionnement et d'organisation, adapté à nos besoins. Euh, et, et donc, des fois, ça m'a permis aussi de mieux expliquer, de façon à un peu à s'ajuster en fait dans l'environnement, tout en ayant montré en fait qu'on veut juste travailler, voilà, et puis ça a permis de montrer qu'on veut bien sûr travailler, mais voilà, en fait, c'était notre manière de faire. Alors les coachs, mais justement, il y a des accompagnements qui existent comme job coach, mais après, c'est très variable en termes de qualité. Euh, il faut traiter les job coach autistes concernés parce que souvent, voilà, leur job, c'est aider au travail, mais ils peuvent me comprendre.
parce que la formation, là aussi, ça compte. Hein. Donc, mais si on s'en est dans nos besoins, on ne va pas se forcer non plus. Quentin dit qu'effectivement, être son propre patron, bah, c'est souvent bien aussi. L'auto-entreprise ou autre, bah, ça facilite le fait de pouvoir un peu survivre et de ne pas avoir beaucoup moins de normes imposées et de discussions, enfin moi, par exemple, le fait de pouvoir contrôler son emploi du temps, bah, c'est beaucoup mieux, puisqu'on n'aura pas tous les implicites à gérer. Et ça enlève le poids de la communication et de l'accompagnement, etc., qu'il faudrait faire pour tout comprendre. Parce que si on a besoin de tout comprendre comment fonctionne l'entreprise et qu'on n'a pas de formation là-dessus, bah, c'est ça la barrière principale. Alors, référence verbalisée, oui. Oui, donc là, c'est un mode de fonctionnement par rapport à la communication. C'est-à-dire que faire des phrases types, des scripts, pour ne pas générer de malentendus. Donc là, quand tu dis ça, tu veux dire ça. Voilà. Ça peut être chiant, vrai et fatigant, mais ça peut être une stratégie. Par exemple, quand j'ai trop de demandes à gérer, je n'arrive plus à m'adapter. Donc, ce serait super si je pourrais avoir un peu plus de temps et m'occuper des choses indispensables. Même si j'ai conscience que c'est peu commun, porter un casque à réduction de bruit m'aide à me concentrer et à être moins fatigué. J'ai besoin de me concentrer sur le principal. Ça ne va pas très bien en ce moment, j'ai besoin d'être seul. Je suis vraiment désolé, mais je ne suis pas en mesure de discuter avec vous de mes besoins. Je suis trop fatigué pour ça. Après, ça dépend des contextes, on dit ça, mais voilà, c'est vrai que si on a des phrases types qu'on peut lire même dans un petit coin, on peut le garder dans un post-it ou dans un mail et le ressortir si besoin. Alors, iPhone. Donc, l'ADCC peut marcher sur certaines personnes. Donc, la TCC peut apporter troubles thérapie cognitivo-comportementale. Ça permet d'identifier ses limites, surtout ses besoins. J'en ai suivi une aussi, mais pour moi, elle n'était pas non plus concluante. Voilà, mais ça peut apporter des stratégies qui actuellement sont difficiles à trouver et qui ne sont pas fournies. Mais c'est aussi le but de ce type de parédance d'en apporter. Ouais, et créer des livres de communication pour l'école, pour communiquer par écrit, par exemple. Donc ça, effectivement, la formulation, c'est quelque chose... Le job coach peut aussi aider à ça dans mon travail. Mais encore faut-il que ce soit bien formé à l'autisme. Donc là, qu'est-ce que vous diriez si vous étiez niais ou rembarré? Est-ce que des gens ont réussi à faire des choses peut-être avec l'humour ou qui ont fonctionné? Ah oui, souvent les gens me disent, mais il n'y a pas d'implicite et de messages cachés parce qu'ils ne voient pas que leur phrase n'est pas explicite, ça c'est bon. Ils croient que je les accuse d'avoir un agenda caché, qui cache avec une mauvaise intention et me disent, mais non, je suis gentil, mais explicite pas. Oui, donc ça c'est exactement pareil pour moi, c'est souvent mal pris. Parce que mais après, voilà, moi j'ai pas réussi trop à répondre de cette façon-là sans être désagréable, mais voilà, on peut par exemple détourner le sens de la demande.
en disant toi aussi, par exemple. On peut répondre de façon ironique. L'humour, ça peut passer aussi, si on est un peu plus ironique. Mais bon, voilà, ça peut être l'humour noir qui peut fonctionner. Parce que voilà, faut montrer l'absurdité de la proposition, par exemple. On peut aussi couper court parce que voilà, comme on disait, on n'a pas besoin de se justifier forcément. Ça économise de la fatigue. Mais du coup, est-ce que vous avez des choses qui pourraient peut-être réduire la fatigue, parce que c'est proche coût-bénéfice, tout en pouvant vous en sortir? Déménager, oui, ça va être une solution radicale. Du coup. Est-ce que je peux répondre à l'oral ou pas sur... Oui, vas-y. Moi, j'ai l'impression qu'aussi, parfois, dans les interactions sociales, il y a ce truc où il faut en imposer, en fait. Et j'aime pas du tout cette idée, en fait, de se placer comme personne supérieure, mais j'ai l'impression que ça marche comme ça. Et donc, parfois, du coup, avec les médecins ou des trucs comme ça, je fais ça parce qu'en fait, c'est la seule méthode. Même si j'aimerais bien que le monde arrête de faire comme ça des sortes de rapports de force, je me rends compte que il vaut mieux que je fasse ça si je veux m'en sortir plutôt que d'essayer d'expliquer mes émotions, ou de fonctionner selon la même manière où c'est plus de l'empathie, quoi. Je vais justement faire ce truc où je vais couper court et je vais être très directe et il n'y aura pas de place pour l'autre, ce que j'aime pas qu'on me fasse parce que j'ai l'impression que c'est vraiment de l'oppression et que je peux pas parler dans ces moments-là. Mais en fait, je suis obligée de le faire pour avoir la possibilité d'être entendue dans ces rendez-vous, en fait. Donc, je pense qu'il faut faire ça parfois, il faut faire genre qu'on est supérieur comme les gens le font, quoi. Ah oui, oui, c'est vrai, être supérieur, c'est un peu... mais c'est ce qu'on peut nous reprocher, mais c'est vrai, moi j'ai utilisé ça aussi par le passé. Ah, conseil qu'on avait donné en gestion de la violence. Oui, faire le disque rayé. Dire, je vous ai répondu. Ah oui, d'accord. Ouais, ça permet de couper court aussi. Donc, cette stratégie-là peut être pertinente. Et là encore, celle qui économise le plus moins d'énergie. Parce que justement, le but, c'est quand même de minimiser l'énergie par rapport à ça. Donc, et d'avoir une norme différente, déjà, dans un premier temps. Tant que l'environnement n'aura pas changé. Ah, le disque, oui. Donc ça a l'air de fonctionner. Mais ça veut dire quoi exactement concrètement, le disque rayé? Tu as un exemple de phrase? Est-ce que par oral, du coup, ce serait peut-être Oui, plus tu peux le simple? dire. Oui. Bonjour tout le monde. En fait, alors, ce qu'il nous expliquait, c'était donc quand on avait quelqu'un, par exemple, qui arrive à un comptoir et puis qui est pas content et qui veut absolument quelque chose, et puis du coup, il nous lâche pas tant qu'il n'a pas ce qu'il veut et il déverse sa frustration sur nous. Donc ça, c'était pour le contexte un peu. Et donc, nous, on va lui répondre toujours la même chose. On ne peut pas accéder à sa demande. Donc, au bout d'un moment, soit on lui dit 2-3 fois, en fait, exactement la même chose. Donc, monsieur, je comprends que vous soyez énervé, mais voilà, il y a trop d'attentes, peu importe, voilà, la raison, mais courte. Et puis, quand on voit que la personne vraiment reste dans ce mode-là, de dire, je vous ai répondu. Et vraiment, les rares fois où j'ai pensé à l'utiliser, parce que c'est un peu le problème, en fait, c'est de pas se laisser embarquer dans la volonté de l'autre de absolument se justifier à tout prix. Mais les rares fois où je l'ai fait, ça a super bien marché finalement. Merci. Oui, moi je voulais juste intervenir vite fait sur, oui, quand tu dis c'est les rares fois où je l'ai utilisé. Moi, c'est le truc qui est problématique aussi, c'est ça, c'est que maintenant j'ai un peu de tactique, par exemple pour les médecins ou des choses comme ça. Mais parfois, je suis trop optimiste sur le fait qu'on ne va pas m'empêcher de parler. Enfin, j'oublie toujours à quel point ça va être des violences, quoi.
Et en fait, parfois, oui, je ne me suis pas préparée mentalement au fait que ça allait forcément mal se passer en vrai. Et donc, je n'ai pas préparé mes armes. Et là, une fois que je me suis fait embarquer dans pas pouvoir communiquer, je ne peux plus rien faire, quoi, parfois. Voilà, voilà, ça va bien, ça. Aborder la question des, des expériences voilà, au niveau des hypos et des hypersensibilités. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des aménagements spécifiques qui vous permettraient de vivre de manière confortable? Quentin? Moi, par rapport à l'hypersensibilité auditive, clairement, si les structures qui avaient ce genre de problème pouvaient mettre à disposition des casques anti-bruit, des choses comme ça permettrait de vivre bien mieux ces espaces-là, le temps que j'y suis, puisqu'on ne peut pas les éviter, c'est comme ça. Voilà. Enfin, là, c'est ce qui me vient comme ça, déjà. Il y a aussi le télétravail. Donc, effectivement, moi, en télétravail, bon, il faut que ce soit télétravail, mais sinon, ça marche aussi. Je suis beaucoup moins fatigué, par exemple. Mais après, le souci, c'est le management. C'est-à-dire qu'il faut, soit on est tout seul, soit il faut un très bon management. Oui, Jessie? Euh, alors bonjour. Alors moi, ce serait plutôt pour faire en sorte qu'on aménage une salle et puis qu'on mette une espèce d'appareil qui permet de filtrer l'odeur ou même la chaleur, ou notamment, je veux dire, en rapport, que les murs soient en rapport, en adéquation avec la couleur, enfin, qui soit adaptée par rapport à notre TSA, parce que certaines couleurs peuvent aussi heurter la sensibilité de certaines personnes autistes aussi. Alors, par exemple, Oui. pour certains, peuvent faire penser au sang, enfin, etc. Enfin, il y aurait tant à dire, quoi. Ouais. Bah oui, là, tu soulèves la question des matériaux et de tout ce qui est environnement en fait, physique. Ça, c'est important. Mais c'est quelque chose qu'on ne pense pas vraiment souvent. On pourrait trouver des matériaux adaptés pour construire les bâtiments et filtrer les odeurs. Donc là, on rejoint plutôt la question du design et de l'architecture. Après, effectivement, pour que ça soit plus agréable, il y a les questions des heures calmes, plus d'heures calmes dans les magasins. Bon, actuellement, c'est limité des heures où on n'est pas forcément là, mais de manière même globale, écologique, ben, c'est quand même mieux d'avoir moins de musique et moins de lumière. L'intervention téléphonée, oui. Ah ouais, ça, je trouve que c'est assez désagréable. La question zen, ouais, les salles zen épurées. Enfin, après, plus structurellement, l'APSH, c'est quand même un enjeu. Il faudra au moins se mobiliser là-dessus parce qu'elle elle sera pas tout de suite dans les mœurs. Donc, c'est un enjeu. Plus d'accompagnement et plus de contrôle aussi sur notre accompagnement. Une salle plus une personne. Oui, c'est ça. Plus de groupes. À Tokyo, il y a des sortes de bottes semi-fermées, donc on peut se replier dans les lieux publics. Alors, j'ai assisté aussi au colloque autisme du groupe interdisciplinaire donc, de l'État, et il y avait un groupe de travail à l'Université de Paris sur l'architecture et la ville, et ils ont abordé cette question-là des lieux publics. Disons, de plus en plus, on peut faire même des espaces calmes aussi dans les rues ou dans certains endroits. Et donc, c'est tout à fait possible.
L'évaluation, ça c'est aussi un gros problème. C'est souvent qu'on n'est pas forcément nos besoins. C'est là que vient aussi la pérédance, avec plus de collectifs, des associations qui pourraient aider, parce qu'au début, voilà, on ne sait pas forcément tout seul évaluer si on va mal. Donc là, c'est peut-être la pérédance. Les horaires d'école. Les horaires d'école, ça sont vraiment les questions de structure, programme, évaluation, planning, etc. Donc pour tous les événements, ouais, donc du coup là si on aborde la question des événements, les espaces de silence, les espaces calmes. Alors nous à Clotis, on a fait des espaces calmes dans les manifestations. Donc par exemple, ça a vraiment mis un espace qui a été assez insonorisé et vraiment protégé, tout en n'étant pas à la remorque d'une manif, être visible. Donc du coup, ça a plutôt bien marché. Donc espace calme, tout ce qui est odeur. Par exemple, voilà, si on a voilà. Donc effectivement, alors ça rejoint la question surtout des espaces calmes et parfums. Je pense que les parfums, ouais, ça s'est imposé, c'est comme la clope. Pour moi, alors on a réfléchi à cette question aussi avec la maison de l'autisme, puisqu'on a participé aux réflexions en termes d'espace, donc un événement différent et un espace différent. Il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes autistes sont aussi hyposensibles. Et donc, c'est 50-50. Souvent, les espaces mettent l'hypersensibilité comme première chose, mais en fait, il y a aussi l'hyposensibilité. Et dans ce cas-là, il y a besoin de stimulation. Donc, c'est le cas, mais souvent, c'est un besoin de stimulation au niveau de la nature, au niveau des végétaux à toucher, et des animaux. J'ai vu qu'il y avait une paysage animalière, ou des choses en tout cas à toucher, texture, etc. Parce que voilà, c'est quelque chose qui est moins abordé, je trouve, parce qu'on a mis à distance sur l'hypersensibilité. Et ce qu'on avait dit, c'est aussi dans le silence, c'est plutôt moduler les sons et de façon à pouvoir peut-être agir là-dessus au niveau de la lumière, la modifier les sons et en fonction de sa sensibilité propre, parce que c'est compliqué de faire quelque chose pour des personnes qui ont un fonctionnement souvent différent. Et puis il y a aussi la question des besoins opposés. Donc si les gens veulent la stimulation et d'autres ça les gêne, ben, il faut trouver quelque chose qui puisse convenir aux deux personnes. Donc par exemple, si on a un événement, peut-être baisser la lumière, mais mettre des lampes individuelles, fournir des choses. Ce que j'ai fait à mon travail. On a acheté des lampes individuelles. De toute façon, on est dans le noir et puis on sa lampe. Mais la nature, ouais, effectivement. La nature, c'est quelque chose qui est revenu aussi. C'est un rap. La nature, ouais, c'est quelque chose de particulier chez nous. Ouais, l'eau, donc j'ai besoin que les espaces soient adaptés par défaut, parce qu'effectivement, à un moment, il faut quand même que ça soit adapté, parce que sinon,
c'est trop. Voilà, encore une fois, c'est nous qui devons porter cette charge, c'est un danger. Donc, au-delà de ça, ça c'est plutôt penser l'après, hein, et voir qu'est-ce qui sera bien dans l'avenir et ce qu'on devra imposer en fait, voilà, nous-mêmes, par le changement structurel. Donc, ouais, c'est les heures silencieuses, 10 heures à 12 heures, oui, c'est vrai que c'est pas suffisant de toute façon. Et c'est encore nous, c'est pas nous qui décidons, encore une fois. Mais bon, voilà, c'est un truc en plus qui prend en compte, encore une fois, que l'hypersensibilité. Alors que souvent, c'est plutôt les rayons, la foule, le fait d'avoir plein de choses imprévues dans l'espace qui peuvent aussi compter en termes d'aménagement. Il n'y a pas assez, par exemple, de courses. Enfin, voilà, il faudrait que ça soit plus individualisé au niveau des courses pour pouvoir avoir l'occasion de rentrer dans un supermarché. Du coup, vous rejoignez plutôt des choses communes. Espace calme, odeur, nature. Et lesquels voudriez-vous tester d'abord et que vous pensez qu'il est possible de tester avec des gens proches de vous ou des alliés? Parce que là encore, si on veut minimiser la fatigue, il faut que des choses soient faisables. Parce que demander un parfum, quelque chose qui est pas forcément utile, vous allez plus vous épuiser à demander des choses là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est perçu comme de la beauté ou d'autres choses, enfin, qui sont pour la liberté personnelle. Alors que si vous adaptez un peu, vous allez dépenser moins d'énergie en fait que le demander. Alors que d'autres choses peuvent être plus facilement demandées, et là, globalement, ça va vous réduire le fardeau, en fait. Le bruit, ça fait vendre, ouais, donc ça peut être simple à faire. Lumière aussi. À mon avis, pour que ça soit plus global, il faudrait peut-être le lier à la question de l'écologie et de l'environnement. Et donc ça peut être quelque chose qui peut être fait par d'autres, par exemple par le mouvement écologiste ou par des associations. Si elles comprennent que ce besoin est essentiel, elles peuvent le mettre en avant, par exemple. Ce qui fait que la charge est transférée à d'autres personnes. Une cuillère en beaucoup, ouais. Voilà, si vous avez des choses qui font ça avec vos proches, vous pouvez les partager. Moi, dans les réunions, je demande souvent à un proche, quand c'est des trucs un peu d'organisation militante, de me demander, en gros, je sais pas, toutes les 20 minutes, ça dépend de mon état, quoi. Mais en gros, de vraiment m'aider à me rappeler qu'il faut que j'étudie, est-ce que ça va ou pas, est-ce qu'il faut mieux que je parte de la réunion ou pas, quoi. Parce que tout seul, j'arrive pas à m'obliger à l'étudier, quoi. Et si quelqu'un me demande juste dans la réunion, je vais dire oui, quoi. Et sinon, j'ai souvent quelqu'un avec moi avec un stylo et où en fait, si j'ai pas compris une interaction, s'il y a des choses comme ça, je peux demander à la personne, comme ça, je pars pas dans ma tête avec plein d'interprétations, et avoir ces stimuli de réflexion en fait de est-ce qu'il s'est passé ça, est-ce que c'est pas bien ce que j'ai fait, qui en fait vont vraiment faire boule de neige dans ma tête, quoi, et où ça va mal se passer après. Et aussi, cette personne, souvent, elle m'aide à pas dire oui, je vais faire ça trop. Parce qu'en fait, j'ai tendance à vouloir faire plein de choses et à dire que je vais. Et en fait, à me dire, si personne le fait et que c'est important qu'il faut que ce soit fait, je vais le faire. Et à oublier que c'est pas une bonne idée, quoi.
Et donc, j'ai souvent un peu cette personne qui peut du coup m'aider à survivre à la réunion, quoi. Ça pas mal. Parce que moi aussi, j'ai du mal à m'extirper des choses ou à, je réponds aussi souvent oui, oui, en fait, en pratique. Et pas. Ça, c'est aussi un besoin en termes de communication. Donc, effectivement, ouais. Et à se reconnecter de nous-mêmes et que c'est dur parfois de se reconnecter à soi-même, quoi. Oui, c'est ça. Ah, le bambou ne fait pas de bruit, effectivement. Donc, oui, arrêter les aménagements coûtent cher. Tout le monde en a besoin. C'est la question des besoins opposés après. C'est pour ça qu'il faut discuter, en fait, dialoguer. Le planning, ouais. Alors, au niveau de planning, on a, pour les aménagements aussi en manif, on a fait en sorte de les informations précises, avoir des plans, euh, dire, dire que ça peut changer, etc. et prévenir. Donc ça, ouais, c'est possible. Donc du coup, si c'est complexe, la question, c'est peut-être aussi, c'est une question de... au départ, on n'a pas aménagé pour tout le monde. Donc peut-être que la question de penser d'abord aux besoins et de demander aux personnes, c'est peut-être une solution plus simple et de trouver des aménagements qui sont en fait plus inclusifs. Parce qu'en fait, effectivement, ça coûte beaucoup plus d'argent après quand on n'a pas fait dès le départ. Et donc, c'est pour ça qu'à dans l'autisme, on l'avait fait dès le départ et qu'on a essayé de réfléchir à quelque chose qui est assez inclusif dès le départ. Et au niveau de la CMI, du coup, est-ce que vous avez eu des stratégies là-dessus qui ont fonctionné avec des proches ou même dans les transports? Je pense que c'est à chaque fois projeter la confiance, mais c'est dur parce que plus t'es mal, plus t'arrives pas à faire bonjour, donne-moi une place parce que t'es en train de déjà pas pouvoir parler presque. Enfin, du coup, c'est chaud et ouais, moi, souvent les gens me regardent comme si je leur disais regardez, j'ai une carte Pokémon, quoi. Enfin, parce que j'ai l'impression qu'ils comprennent pas. Donc, je pense que c'est les mots-clés aussi parce que c'est un CMI, ça veut rien dire aux gens. Enfin, donc maintenant, moi, je dis vraiment bonjour, j'ai besoin d'une place, je suis handicapée, je suis prioritaire. Et genre, je le répète en boucle, quoi, mais j'ai mis 4 ans à réussir à le faire. Enfin, Ça. et c'est dur, quoi. Et vraiment, plus j'en ai besoin, plus c'est dur. Et parfois, il y a ce truc où les gens te fixent pour se dire, mais t'es handicapé, je me sens obligée de faire genre que je suis handicapée en quelque sorte, enfin, de montrer que ça va pas, alors qu'en fait, peut-être ça allait pas si mal, mais j'avais quand même besoin de m'asseoir pour pouvoir gérer les stimuli, quoi. Enfin, ouais, c'est dur. Moi, ce que j'arrive vraiment pas à faire, c'est dans la queue, en fait. Ça marche pas parce que parfois, je me fais même agresser par la caissière. Enfin, j'ai eu des trucs où on m'a dit la caisse handicapée est fermée, donc comment osez-vous? Enfin, voilà. Et les gens me disent ok, mais vraiment, enfin, ils comprennent pas que c'est un droit. Enfin, je pense qu'il faut être très confiant, mais faire semblant, mais super dur, quoi. Enfin, c'est violent, quoi. Oui, j'ai vu une personne dans le transport qui a carrément dit je suis handicapé. Voilà. Donc, ouais, c'est la phrase qu'il faut dire et qu'elle a montré la carte. Donc, ouais, c'est compliqué. Mais
pense que c'est comme tous les trucs aussi, quand on parle d'agression ou je sais pas quoi, où il faut cibler une personne en fait. Parce que si on le dit de manière générale, tout le monde se dit quelqu'un d'autre va le faire, c'est pas mon problème. Hmm. Oui, c'est ça. Mais en fait, même quand je disais que je suis handicapée, à un moment, enfin, c'est vraiment compliqué. Ouais. Alors, dans les musées, ça me fonctionne bien. Oui. Ellie dit ça. Ouais. Mais la carte en priorité donne le passage à toutes les caisses. Pas que on dit apparemment. Ah, je sais, mais la caissière ne le savait pas. Mais j'ai, par contre, contacté le défenseur des droits après parce que c'était violent, mais c'est vrai que ça ne change pas structurellement. Moi, je pense que vraiment, il faut qu'il y ait des panneaux dans tous les magasins, les laboratoires médicaux, où vraiment il y ait. Enfin, parce qu'en fait, ça devrait être la responsabilité. Enfin, il faudrait former les gens parce que les gens, ils ne savent même pas c'est quoi une carte handicap ou je ne sais pas quoi. Et en plus, là, avec le Covid, les gens, ils attendent dehors. Donc, tu n'as même pas de personne à qui tu peux vraiment parler qui est à l'accueil. Enfin, et pour moi, il faut qu'il y ait écrit à chaque fois ceci est une carte, vous devez laisser passer la personne. Que du coup, ils comprennent que c'est pas, tu demandes pas pour qu'il soit gentil, c'est juste obligatoire, quoi. Et mais après, oui, on peut faire des trucs individuels, mais je pense vraiment que le truc, c'est que ça va toujours être ceux qui peuvent pas faire ces trucs individuels qui vont pas pouvoir le faire. Enfin, et moi, j'ai toujours ce truc où j'habite dans un quartier où il y a plein de personnes âgées qui sont là. Comment osez-vous avoir une place dans le bus et qui vont se mettre debout sur la place exprès pour que j'y ai pas accès parce que j'ai pas l'air handicapée. Enfin, j'ai des trucs qui me sont arrivés. Enfin, je pense qu'on peut faire des trucs individuels, mais ça va toujours être les mêmes qui vont pas pouvoir forcément les mettre en place. Oui, donc des stratégies ouais, qui sont plus collectives. Ouais. Donc effectivement, ça c'était une question. Diffuser ces normes, bah effectivement, mettre un panneau général là-dessus et expliquer ce que c'est, de façon informée en fait. Informer et montrer ces principes-là sans discuter, ça peut mieux marcher. Hmm. La feuille plastique. Ah oui, il y a aussi le fait de se balader avec des décrets imprimés. Ça c'était pendant le Covid. J'avais imprimé les décrets pour le fait de dire que oui, il y avait une dérogation pour le handicap, si on avait besoin de sortir, de prendre Mais l'air. moi, du coup, même sans dire par exemple que je sais pas, l'État doit imposer au magasin ou je sais pas quoi, je pense qu'on peut peut-être essayer de collectivement, par exemple, faire qu'il y ait un mail qui soit déjà fait pour le défenseur de droit, qui soit facile, enfin rédigé, et où il y a une fiche, enfin où il y a écrit, moi, comme dédommagement, je veux que ce panneau soit dans le magasin en fait. Parce que dans la loi, il y a écrit panneau clair et machin, mais il y a pas, les panneaux, ils sont pas clairs. Un panneau où il y a un bonhomme dans un fauteuil roulant sur un fond bleu, en quoi c'est clair ou quoi que ce soit. Enfin, moi, je veux un panneau qui dise voilà comment vous faites pour bénéficier du droit, les gens sont obligés, machin, et qui disent que le magasin, il va être là à m'aider, en fait, et que je ne vais pas me prendre de la violence. J'ai besoin d'un panneau qui dise que ça va bien se passer dans cet endroit aussi, parce que sinon, je ne suis pas sûre de prendre le risque, en fait. Enfin, et moi, je pense que si collectivement aussi, on fait ce truc d'aider les gens à ce qu'à chaque fois que ça s'est mal passé, on envoie toujours le même mail et on dit je veux pas juste qu'ils me disent pardon, parce que moi, le défenseur des droits, c'était ça, c'est le magasin, il dit ah désolé, on va former. Enfin, mais moi, je veux que du coup, le panneau, ce soit tel panneau, enfin, que ce soit pas un panneau de bonhomme dans un fauteuil roulant, que ce soit un panneau qui dise aux gens je m'en fous, vous laissez passer. Avec le Covid, il y a eu des panneaux comme ça qui disaient vous devez laisser passer le personnel soignant. Et donc là, tout à coup, c'est bon, ça c'est facile de faire des. Et nous, enfin, je veux dire, c'est quand même, on ne demande pas un truc de fou, quoi. Et en fait, à la MDPH, la dame, elle m'a dit non, mais de toute façon, les gens, ils doivent te laisser passer, donc tu as juste à le dire en sachant que tu as un droit. Mais t'es mignonne. Enfin, je veux dire, c'est bon, la responsabilité qui tombe sur nous à correctement dire les choses, il y a un problème. Enfin, voilà. Mais je pense qu'on peut faire des trucs collectifs sans faire une loi ou whatever, ou juste à chaque fois, on agresse le défenseur des droits pour qu'il. Mais en fait, où il dit votre dédommagement, c'est mettre ce panneau. Un panneau. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est intéressant, ouais. À ce point. Ouais, ça, c'est vrai. Parce que, ouais, dans le 10, il y a souvent ça, c'est qu'on doit le formuler nous-mêmes. Pareil pour les aménagements. Donc, c'est un peu le jeu pervers. C'est-à-dire que si on ne s'attaque pas directement, collectivement à ce problème, ça retombe toujours sur nous, même quand il y a des bonnes choses. Donc, ça, c'est un point important à soulever. La part Dieu. C'est comme à la fac, j'ai une amie qui a un accompagnement où elle a le droit aux notes.
Mais en fait, c'est elle qui doit trouver les étudiants dans les cours pour avoir les notes. Mais en fait, ça fait partie de son handicap. Et du coup, en fait, finalement, ça sert à rien parce qu'elle ne peut pas faire ça, quoi. Et on me dit, vas-y, débrouille-toi, c'est bon. Et après, voilà, je pense qu'à un moment, il faut redéfinir le fait que le handicap, c'est aussi des trucs psychiques et cognitifs et que ça fait partie des choses où on a besoin d'aide, en fait. Donc, par exemple, là, vous avez des exemples, si une maman crie, l'enfant se met à hurler, rester calme, ne pas crier, ne pas toucher son enfant, seulement si voulu, et ne pas clore l'incident par un bisou. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Donc voilà, vous pouvez retrouver ces ressources en plus pour mettre en avant justement, au moins pour les enfants, c'est plus facile. Mais voilà, donc ça, c'était important de soulever ces problèmes et de trouver donc des solutions un peu plus intégrales pour que ça fonctionne. Oui, justement, on a un projet là-dessus sur Utopie réalisable, parce que le but de l'événement, c'était un peu de montrer ce qui était possible de faire, à la fois que ça peut marcher maintenant et puis aussi au-delà. Mais il y a un projet là-dessus où on définit ce qui nous fait du bien confortablement et qui pourrait donner lieu à un label, par exemple, à s'engager dessus. Pour même dans les salons de coiffure, il y avait des trucs comme ça qui sont importants. Je trouvais que c'était important d'en parler. Ça a l'air rien comme ça, mais c'est vrai que c'est des choses qui pourraient se diffuser plus facilement si les personnes s'engagent. Donc voilà, ce label-là, ça sera peut-être un label autism friendly et il est vraiment développé dans le projet. Oui, les salons de coiffure. Alors, la ZAN a fait un truc sur les salons de coiffure aux États-Unis, parce que souvent il y a les bruits pour se laver les cheveux, enfin pour sécher les cheveux, parce que souvent les enfants autistes aussi ont beaucoup de mal avec ça. C'est faire en sorte que ça soit sensory friendly. Donc il y a moins de lumière, moins de bruit. Souvent on entend tous les bruits des choses. Et d'avoir peut-être des méthodes qui n'utilisent pas de sèche-cheveux, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui sont développées aux États-Unis. En fait, sécher les cheveux, c'est pas forcément indispensable. On peut attendre que ça sèche. Et on peut avoir des choses qui on peut peigner et ça sèche rapidement. Voilà. On peut avoir d'autres trucs. Il y a les produits qui peuvent sentir quelque chose. Il n'y a pas suffisamment d'espace séparé, par exemple, pour être coupé les cheveux dans le calme. Voilà. Les miroirs aussi. Ouais. J'avais mis des boules caisses à un moment, ça a marché assez bien. Mais donc, sachant que oui, vous pouvez avoir des boules caisses personnalisées, et vous pouvez avoir un remboursement de la MDPH via c'est un Amplifon, c'est une boîte Amplifon qui fait des boules caisses personnalisées et adaptées à l'oreille. Et il y a différents niveaux, c'est un peu plus fort qu'une boule caisse qu'on achète en pharmacie. Donc, c'est adapté à l'oreille, et puis ça coûte 40-50 €, mais on peut se rembourser normalement. C'est un audioprothésiste. Alors, Panda partage aussi cette histoire de panneaux et cartes pour expliquer les cartes de communication, effectivement. Donc, peut-être que des gens élaborent collectivement ces cartes et qu'on puisse juste se servir et qu'on les distribue. Comme tu disais, Lou, évite de le faire. Pour l'aide humaine, bah, ça sera vraiment légal. Enfin, c'est déjà légal, mais c'est pas mis en œuvre avant 2023. Bah, déjà, nous, on nous a sollicité pour faudra peut-être faire jurisprudence, des choses comme ça, des actions juridiques. Mais c'est un truc, encore une fois, en fait, la MDPH, il faut surtout connaître bien les rouages de la MDPH. Et là, c'est plus des stratégies entre nous
pour apprendre à remplir les dossiers et voir ce qui fonctionne. Et notamment le projet de vie. Donc, c'est plus partager des stratégies, mais ça, on le fait sur le Discord. Parce que normalement, en fait, selon la loi, si vous cochez les bonnes cases, vous avez tout. En fait. C'est une question de connaître l'administration. Donc, si vous cochez les bonnes choses dans l'ordre, ils sont obligés de vous l'accorder. Toujours faire un recours aussi, parce que les recours RAPO, par exemple, ça permet de... Ils ont peur, enfin, il faut vous baisser des assauts, etc. Que, ouais, les recours, généralement, ils s'attendent à ce qu'on ne fasse pas, parce qu'on ne connaît pas le droit. Vas-y. Car on est handicapé, tout simplement. Ouais. C'est con à dire, mais il y a beaucoup de choses qu'on nous dit qu'ils ne s'attendent pas qu'on fasse, parce que justement, on est dans une situation qui est pour eux de faiblesse. Oui, c'est ça. Donc, déjà, se plaindre, ça marche. Parce que... Donc, du coup,